Les Africains ne sont pas pauvres à cause de leur culture. Ils ne sont pas pauvres à cause de leur mentalité. Et encore moins à cause d'un ennemi étranger qui les appauvrit. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo vraiment intéressante de ce TikToker qui a dit des choses vraiment pointues sur la situation des pays africains et d'Amérique latine. Écoutons un extrait et ensuite je vais vous expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Les Africains sont pauvres parce que leur pays adopte des politiques économiques de gauche. Et l'économie planifiée, le socialisme, le communisme, ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera jamais. Pour vous mettre dans le contexte, nous allons effectuer un voyage dans le temps et revenir dans les années 1960, période pendant laquelle la majorité des pays africains ont obtenu leur indépendance. Au sortir de la colonisation, bon nombre de pays africains ont été face à leur destin. Ils devaient établir des politiques censées permettre une bonne gouvernance, une stabilité sociale, institutionnelle et politique, et enfin une prospérité économique. Face à l'urgence de la situation, les États ont étendu leur pouvoir dans tous les pans et secteurs politiques, économiques et sociaux. À ce niveau, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal. Face à l'urgence d'une situation, il y a des lois qui naissent comme des digues face à la tempête. Ces lois surgissent quand l'histoire vacille et quand la peur envahit les places publiques ou quand un pays traverse un moment exceptionnel de son existence. Nous l'avons vu quand nos pays en 2019-2020 ont été frappés par la pandémie de Covid. Les lois d'urgence ont été créées pour faire face à la situation et protéger les populations. Ce sont ces urgences, les pandémies, la sortie de la colonisation, qui parfois suspendent le cours ordinaire de la démocratie. En ces moments, les citoyens acceptent ce qu'ils auraient refusé en temps paisible. Après la chute du prix du baril de pétrole, par exemple, et la dévaluation du franc CFA, les fonctionnaires camerounais ont vu les salaires baisser drastiquement, les aides au logement disparaître du jour au lendemain. Cela a été accepté parce qu'on était en période de crise. De même que le contrôle total de tous les secteurs du pays par l'État à la sortie des indépendances. Dans ces cas d'exception, les populations consentent à laisser une fraction de leur liberté dans l'espoir de préserver l'essentiel, leur sécurité. Lors de la pandémie de Covid, par exemple, nous avons accepté de rester chez nous. Nous étions obligés de porter les masques, de nous faire tester, de ne pas rendre visite à nos familles, même si on avait des cas de maladie. Pareil, dans les années 60, nous avons laissé l'État s'installer dans l'économie après les indépendances. Maintenant, ce qui est important de noter, c'est que ces moments difficiles finissent par passer, mais ces lois restent, comme la loi interdisant les regroupements de plus de 100 personnes, qui reste en vigueur aujourd'hui, malgré que la pandémie de Covid soit passée. Après plus de 60 ans que nous ayons obtenu notre indépendance, l'État est toujours présent et important dans nos économies. Le portefeuille de l'État camerounais est malade de sa gestion humaine et financière. Alors que le Trésor public y a immobilisé une fortune colossale de 1926,2 milliards de francs CFA en participation, le retour sur investissement est dérisoire. Les dividendes perçus plafonnent à 55,85 milliards de francs CFA, soit un taux de rendement critique inférieur à 3%. Pire encore, loin d'alimenter les caisses de l'État, ces structures agissent comme de véritables aspirateurs à fonds publics. En l'espace de 6 ans, 26 entreprises publiques ont englouti 749,3 milliards de francs CFA de subventions de fonctionnement. L'argent du contribuable sert à maintenir sous perfusion des géants au pied d'argile. On retrouve alors là le paradoxe silencieux du pouvoir. Les lois d'exception, en période d'exception, comme la sortie de la colonisation ou la fin d'une pandémie, ne disparaissent pas avec le danger qui les ont justifiés. Peu à peu, elles s'installent même dans le paysage institutionnel. Après les indépendances, les mesures économiques censées rester provisoires existent jusqu'aujourd'hui. L'État, en mobilisant toutes les ressources du pays pour une stabilité sociale et économique, a goûté à un pouvoir tellement important qu'il refuse et qu'il a refusé de renoncer jusqu'aujourd'hui. Ce qui devait être provisoire devient habitude. Ce qui relevait de l'urgence devient des procédures. Ce qui est donné hier, aujourd'hui paraît parfaitement normal. Voici où ça devient intéressant. Pour comprendre où s'évapore l'argent, il faut plonger dans la masse salariale de ces entités. Le rapport de la Chambre des comptes met en lumière une culture du recrutement déconnectée des réalités du marché. L'exemple de l'opérateur historique des télécommunications, Camtel, est à ce titre saisissant lorsqu'on le compare à ses concurrents directs du secteur privé. Pour générer un chiffre d'affaires pourtant inférieur, la structure publique supporte des charges de personnel jusqu'à 8 fois plus lourdes que le privé.
Là où Orange ou MTN misent sur la numérisation et l'optimisation des compétences, le secteur public camerounais semble utiliser ces entreprises comme des amortisseurs sociaux, créant des usines à emploi structurellement déficitaires. Des entités comme la Camwater ou la Sodécoton portent une mission de service public. Elles doivent maintenir une présence humaine et des infrastructures dans des zones géographiques totalement non rentables pour le privé. Cependant, l'argument social ne peut plus servir de paravent à la mauvaise gouvernance. L'omniprésence de l'État dans tous les secteurs de notre économie a fait basculer notre économie vers les économies planifiées, le socialisme et le communisme. Dans une économie planifiée où les prix et la production est contrôlée quasiment la totalité du temps par le pouvoir, il est difficile d'évaluer les besoins des gens. Vu que l'économie n'est pas régie par l'offre et la demande, il est difficile de savoir ce que veulent les gens. On pouvait produire des milliers de pelles alors que le peuple souhaitait des râteaux. Des modèles économiques qui ne fonctionnent pas et qui n'ont jamais fonctionné. Nous ne sommes pas pauvres à cause de nos cultures ou même à cause de nos mentalités et moins encore à cause des puissances étrangères qui nous appauvrissent. Nous sommes pauvres parce que nous utilisons et nous continuons d'appliquer des modèles conservateurs qui ne fonctionnent pas. Nous avons adopté les politiques économiques de gauche qui ont certes marché à la sortie de nos indépendances mais qui aujourd'hui ne sont plus valables. Notre problème réside là. En fait, quand vous vous concentrez sur un pays pauvre et que vous cherchez à comprendre pourquoi ce pays est pauvre, regardez ses lois relatives à l'économie et vous vous rendrez compte que c'est un pays de gauche. La Corée du Sud a eu son indépendance après bon nombre de pays africains. Singapour a eu son indépendance après bon nombre de pays africains. Les Émirats arabes unis étaient dans un retard de développement et d'analphabétisme encore plus prononcé que bon nombre de pays africains. Seulement voilà, ces trois pays ont adopté le capitalisme libéral. L'Afrique, elle, a misé sur l'économie planifiée et le socialisme. Seulement ça ne fonctionne pas et heureusement certains pays africains ont décidé de changer de trajectoire. Comme l'Éthiopie par exemple, qui ont décidé d'adopter un peu plus de libéralisme. Et il n'y a qu'à voir ce qui est devenu Addis Ababa. Et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines rivalise avec les plus grandes compagnies aériennes du monde. L'histoire de notre pays regorge des glissements presque imperceptibles par nous les citoyens. Ces faits marquants ont vu naître une accumulation de mesures qui étaient raisonnables en ces temps-là, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Ces moments historiques ont laissé des empreintes durables dans le paysage social, ce qui a poussé nos gouvernements à conserver des outils qu'ils ont forgés dans l'urgence. Je vais terminer en disant qu'une démocratie ne se mesure pas à sa capacité à se défendre. Elle se révèle surtout à son aptitude à renoncer au pouvoir exceptionnel une fois le péril écarté. Restituer les libertés exige davantage de courage que les suspendre. Si on considère ces mesures exceptionnelles prises après la colonisation comme des braises utilisées pour réchauffer une maison quand tout va mal et qu'une fois le danger écarté, la présence de cette braise ne sont pas questionnées, alors elle finit par rallumer l'incendie qu'elle prétendait combattre. Et c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous appliquons des politiques qui nous ont permis de maintenir un certain équilibre social, économique après la colonisation, à un moment où le monde est devenu un village planétaire et qu'on rencontre des défis beaucoup plus prononcés avec une population beaucoup plus importante que dans les années 60. L'économiste Milton Friedman nous interpelle dans son livre Capitalisme et liberté. Il nous dit que la combinaison du pouvoir économique et politique dans les mêmes mains est une recette sûre pour la tyrannie. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Une suite de décisions censées nous amener vers l'indépendance nous enferme aujourd'hui dans la précarité. Tout simplement parce qu'on ne veut pas abandonner les vieilles recettes. Mon nom est Zach, je suis jeune entrepreneur et businessman et ici je t'aide à comprendre ton environnement et à penser comme un véritable opérateur.